Salut à vous, chers viewers simiesques. Avec l'actualité cinéma récente, je pense que c'est le bon moment de parler de Joe Shuster et Jerry Siegel et de leur création, à savoir Superman. Joe Shuster naquit le 10 juillet 1914 à Toronto dans une famille d'immigrants juifs. Grandissant dans un milieu modeste, il aidera très tôt sa famille en travaillant au Toronto Daily Star. Cette expérience marquera toute sa vie le jeune garçon, que ce soit l'ambiance survoltée de la rédaction ou les strips publiés dans le journal. Ses lectures d'aventures merveilleuses le pousseront d'ailleurs à subtiliser des feuilles à la rédaction pour s'entraîner au dessin sur les versos encore blancs. Et ce jusqu'au départ de sa famille pour Cleveland dans l'Ohio quand il avait 10 ans. Jerry Siegel, lui aussi fils d'immigrés juifs, naît quant à lui le 17 octobre 1914. Son père travaille comme peintre d'enseigne et s'en sortira assez bien pour ouvrir son propre atelier. Il favorisera les penchants pour l'écriture de son fils et tentera assez tôt d'écrire ses propres histoires de science-fiction. Cette enfance heureuse sera malgré tout entachée d'un drame lorsque son père sera tué par balle lors d'un braquage dans sa boutique. Les deux jeunes gens se rencontreront au lycée de Glenville où ils collaboreront dans l'hebdomadaire des étudiants à partir de 1931. En 1933, le duo publie Science Fiction Weekly. C'est dans ce fanzine, qui durera 5 numéros, qu'est publié Reign of the Superman. Souvent présenté comme une préversion de l'ange de Metropolis, le personnage qui y est décrit en est pourtant diamétralement opposé. Puisant dans l'ambiance délétère de la Grande Dépression, cette histoire se déroule dans un futur soumis aux velléités d'un homme chauve doté de pouvoirs psychiques extraordinaires. Imaginez un mix entre Charles Xavier et Lex Luthor, et vous aurez à peu près l'idée. C'est cette même année que les deux auteurs vont imaginer le héros herculéen et réaliser en une nuit sa première aventure sous forme de comic strip. Mais n'essuyant que des refus des syndicates, sorte d'agences de presse fournissant du contenu aux journaux, Joe jettera leur travail au feu. Enfin, en 1935, ils décrocheront un contrat avec National Allied Publications, qui deviendra plus tard DC Comics. Pour cette firme, ils travailleront sur divers personnages comme le Docteur Occulte, Henry Duval ou Slam Bradley. Ils finiront par entrer au McClure Syndicate, où un jeune éditeur, Sheldon Mayer, verra le potentiel de Superman. Si bien que le personnage se verra recommandé à Vince Sullivan, alors responsable éditorial chez National, pour le lancement d'un nouveau titre. Trop heureux de pouvoir enfin placer leur idée, les deux amis céderont les droits du personnage ainsi que le matériel des numéros à venir pour seulement $130. Une très bonne affaire pour National, puisque le premier numéro d'Action Comics, sorti en avril 1938, mais daté de juin selon une pratique répandue à l'époque, se vendra 200 000 exemplaires, et au bout d'un an, la revue finira par tirer à plus d'1 million. Mais ce Superman des origines est encore très différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. En 1938, pas de vol, et encore moins de rayons laser. Le personnage tient encore beaucoup de figures mythologiques comme Samson ou Héraclès. Le costume coloré du justicier s'inspire d'ailleurs des Hercules de foire, qui était un spectacle très populaire à l'époque. Et sur le plan des valeurs, il n'est pas encore ce défenseur de l'American Way of Life que l'imaginaire collectif a retenu. En effet, au travers des divers refontes qu'a connu le personnage, on a fini par oublier combien c'était une création personnelle. Fils d'immigrés, issus de milieux modestes et confrontés aux problèmes engendrés par la Grande Dépression, Siegel et Shuster se sont créés le héros dont ils avaient besoin. Un héros se battant pour construire une société plus juste qu'ils aimeraient se voir concrétiser. Un héros qui, s'il existait, aurait empêché le meurtre du père de Jerry. À ses débuts, Superman se rebelle donc surtout contre les injustices sociales de son époque, que ce soit au travers de ses articles sous l'identité de Clark Kent, ou plus frontalement quand il met sa cape. Par exemple, dans Action Comics numéro 8, il rasera des taudis afin de pousser le gouvernement à reconstruire des logements décents. S'opposant au passage à la police, il expliquera que de telles conditions de vie favorisent la montée de la criminalité. Mais il affrontera aussi des industriels mettant en danger leurs salariés par goût du profit, des maris violents, des politiciens corrompus de connivence avec des lobbyistes de l'armement, etc., etc., etc. Malheureusement, cette vision militante du super-héros ne s'inscrira pas dans la durée. Avec l'entrée des USA dans la Seconde Guerre mondiale, il deviendra, comme ses confrères, un outil de propagande. Et ça ne s'arrangera pas dans les années suivantes, avec la guerre froide, la montée du McCarthyisme et l'apparition du Comic Code. Le Kryptonien sera désormais tenu de faire l'apologie du modèle américain, le tout dans des récits franchement ridicules.
Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane. It's Superman. Malgré tout, le personnage perdurera. Ce qui fit dire à Mort Weisinger, longtemps rédacteur en chef chez DC, et je cite, « La preuve de la force de Superman est qu'il est invulnérable, même au scénario de ses histoires. » C'est triste à dire, mais il n'en va pas de même de ses créateurs. Ayant cédé tout droit sur le héros, Joe et Jerry ne sont plus considérés que comme de simples exécutants, n'ayant pas l'autorisation de faire évoluer le personnage comme ils le voudraient. De plus, la composante sociale de leur récit est jugée trop sérieuse. Aussi, quand au bout de 10 ans ils revendiquent des droits sur le personnage, ils se font renvoyer après avoir été poussés à accepter un accord financier, et à partir de 1949, on ne retrouve plus leur nom dans les séries de l'Homme d'Acier. Viendra alors ce que Siegel nommera la période de réclusion. Ils feront sans grand succès le tour des maisons d'édition jusqu'à disparaître complètement de l'industrie des comic books. Jerry deviendra employé des postes en Californie pour un salaire de $7 000 par an. Et Joe, perdant progressivement la vue, se retrouvera lui au chômage et atterrira dans un hospice. Mais en 1975, les auteurs de comics commencent à s'organiser pour réclamer un meilleur traitement. Dans ce contexte, Neil Adams et Jerry Robinson finiront par retrouver la trace des deux amis. Or, à cette époque, la Warner vient de racheter DC Comics et a pour projet de monter un film sur Superman. Siegel tape alors une lettre de 10 pages racontant comment lui et son comparse ont été privés de reconnaissance pendant 40 ans par une industrie dont ils avaient largement contribué à faire le succès. Cette lettre attira l'attention du Washington Star, ce qui mènera à une interview dans l'émission Tomorrow Show. En parallèle, le magazine Inside Comics publiera un article sur les procès engagés par Siegel et Shuster afin d'être reconnus comme les créateurs de l'Homme d'Acier. Pour éviter plus de mauvaise publicité, la Warner accordera une mutuelle et une rente annuelle de $20 000 au duo et les créditera enfin sur chaque œuvre mettant en scène l'Ange de Métropolis à partir de 1976. Joe Shuster mourut en 1992 et Jerry Siegel en 1996. L'industrie des comics décida de les honorer en les faisant entrer au Will Eisner Comic Book Hall of Fame ainsi qu'au Jack Kirby Hall of Fame. Je vais terminer cette vidéo en citant Neil Adams qui disait à propos de cette affaire « Il n'y avait aucun inconvénient à les traiter comme des êtres humains ».